Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. J'ai quitté mon mari parce qu'il avait vidé mes économies pendant que j'étais enceinte. Des années plus tard. J'ai rencontré Greg, 37 ans, il y a 6 ans dans un café local où il travaillait comme barista. Nous avons commencé à discuter après que je sois devenue une cliente régulière. Chaque matin, je commandais la même boisson, un latte moyen avec un shot supplémentaire. Greg se souvenait toujours de ma commande avant même que j'atteigne le comptoir. Il dessinait parfois de petits motifs dans la mousse, parfois une feuille, parfois un cœur. Après environ 2 semaines de ces échanges, il m'a demandé mon numéro. Nous avons commencé à nous fréquenter le week-end suivant. Nos premiers rendez-vous étaient simples, nous partagions les frais, ce qui me semblait juste. Greg m'invitait souvent et j'aimais passer du temps avec lui. Il avait cette capacité à rendre les choses ordinaires spéciales, comme transformer une simple promenade dans le parc en une séance photo improvisée où il utilisait son téléphone pour capturer la lumière parfaite sur mon visage. À mesure que nous nous rapprochions, Greg m'a raconté son enfance difficile. Son père avait abandonné la famille quand Greg était jeune, laissant sa mère et lui dans une situation financière précaire. Ils avaient déménagé 6 fois avant qu'il ne termine le lycée, séjournant parfois chez des proches lorsque l'argent venait à manquer. Greg m'expliquait qu'il rêvait de devenir photographe professionnel, mais qu'il n'avait jamais eu les moyens de s'y consacrer sérieusement. Il m'a montré quelques-unes de ses photos sur son téléphone, des paysages et des clichés urbains qui révélaient un vrai talent. Après 3 mois de relation, Greg a proposé que nous emménagions ensemble. Son bail arrivait à expiration et il disait que son propriétaire augmentait le loyer à un niveau qu'il ne pouvait plus se permettre avec son salaire de barista. Avec le recul, c'était trop rapide, mais j'étais prise dans la relation et j'ai accepté. Nous avons trouvé un appartement de 2 chambres, plus proche de mon bureau, et Greg a déménagé ses quelques affaires en une seule après-midi. Une fois installés ensemble, Greg a quitté son emploi au café pour se consacrer à la construction de son portfolio de photographie. Je soutenais son ambition et j'ai commencé à couvrir la majorité de nos dépenses. De temps en temps, Greg obtenait quelques contrats photos, les photos de fiançailles d'un ami, les plats d'un restaurant local, une journée photo pour les animaux de compagnie du quartier. Mais les clients le sollicitaient rarement. 2 fois, lorsque je lui ai demandé pourquoi, Greg a rejeté la faute sur les attentes déraisonnables des clients ou a affirmé qu'il ne comprenait pas sa vision artistique. Les rares sommes qu'il gagnait disparaissaient rapidement, une partie pour aider sa mère, le reste en gadgets ou en repas à l'extérieur. Une fois, il a dépensé l'intégralité d'un paiement de 4 cents pour un objectif d'appareil photo vintage qu'il affirmait être un investissement. Il ne l'a utilisé que 2 fois avant qu'il ne prenne la poussière sur notre étagère. J'ai remarqué que Greg passait de plus en plus de temps à jouer aux jeux vidéo et de moins en moins sur la photographie. Il commençait ses sessions de jeu le matin après mon départ au travail et était toujours dans la même position lorsque je rentrais 10 heures plus tard. Je rentrais du travail pour trouver la vaisselle sale empilée dans l'évier, le linge non lavé et le courrier non ouvert. Lorsque j'évoquais le désordre, Greg disait qu'il était épuisé après avoir passé toute la journée à retoucher des photos ou qu'il était mentalement vidé après avoir échangé avec des clients potentiels. La première fois que j'ai demandé à voir les retouches qu'il avait faites, Greg est devenu sur la défensive et m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Après cela, j'ai arrêté de lui demander des preuves de son travail. Je lui indiquais des offres d'emploi pour des postes de photographe ou même de barista, mais il les rejetait avec des excuses comme « le salaire est ridicule » ou « le trajet est trop long ». Une fois, une opportunité dans un studio local semblait pourtant parfaite. Ils avaient besoin de quelqu'un pour photographier des mariages le week-end, mais Greg affirma que le propriétaire du studio avait une mauvaise réputation et qu'il ne compromettrait pas son intégrité artistique. La mère de Greg, Sandra, venait nous rendre visite de temps en temps. C'était une femme mince, au regard perpétuellement plissé, qui ne m'avait jamais apprécié. À chaque visite, elle inspectait notre appartement, passait son doigt sur les surfaces pour vérifier la poussière et réorganisait nos placards de cuisine sans même demander. Lorsque j'évoquais le manque de contribution de Greg aux tâches ménagères, Sandra le défendait farouchement. « Tu ne comprends pas comment fonctionne l'esprit d'un artiste », disait-elle. Greg a besoin de liberté pour créer. Son père n'a jamais compris ça non plus. Quand j'ai suggéré qu'elle pourrait peut-être aider financièrement si elle se souciait autant de Greg, Sandra m'a accusé d'être matérialiste et de manquer de soutien. Elle m'a rappelé qu'elle avait élevé Greg seule et qu'elle avait fait des sacrifices que je ne pouvais pas comprendre. Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'était que Greg lui envoyait régulièrement de l'argent, tiré de mon salaire, pour ce qu'il appelait des urgences, qui semblaient se produire chaque mois.
Le comportement de Greg envers moi s'est dégradé avec le temps. Il critiquait ma cuisine, disant que le riz était trop dur ou que le poulet était fade. Il se plaignait de la façon dont je pliais ses vêtements ou organisais le réfrigérateur. La salle de bain n'était jamais assez propre à son goût, et pourtant il ne prenait jamais une éponge en main. Quand nous étions en désaccord sur les tâches ménagères, il menaçait de me quitter. Une fois, après que je lui ai demandé de m'aider avec les courses, il a fait sa valise et a disparu pendant 3 jours, revenant comme si de rien n'était, sans aucune explication. Je payais tout en étant critiqué pour ne pas entretenir correctement la maison. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires pour couvrir nos dépenses croissantes, ce qui donnait à Greg une autre raison de se plaindre. Selon lui, je n'étais jamais là et je donnais plus d'importance à mon travail qu'à notre relation. Notre compte épargne, alimenté principalement par mon argent, diminuait régulièrement à mesure que Greg faisait des achats sans m'en parler. Il achetait du matériel photo coûteux qu'il utilisait à peine, des baskets haut de gamme dont il n'avait pas besoin, et des abonnements à des magazines de photographie qui s'empilaient sans même être ouverts. Quand j'ai essayé de parler de budget, Greg m'a accusé de vouloir le contrôler et d'étouffer sa créativité. Il prétendait que je devenais comme son père, ce que j'ai plus tard compris comme sa méthode pour couper court à toute discussion financière. Mes parents et ma sœur m'avertissaient depuis des mois à propos de Greg. Ma sœur, Jennifer, m'avait même proposé sa chambre d'amis si jamais je voulais partir. « Tu as l'air épuisé tout le temps », m'a-t-elle dit lors d'un rare déjeuner sans Greg. Ce n'est pas ça, un vrai partenariat. Je commençais à accepter que cette relation ne fonctionnait pas. Mais alors, quelque chose d'inattendu est arrivé, j'ai découvert que j'étais enceinte. Les 2 lignes roses sont apparues sur le test que j'ai fait pendant ma pause déjeuner. Je suis restée assise sur le bord des toilettes pendant 20 minutes, fixant le résultat positif. Je n'ai pas immédiatement parlé de la grossesse à Greg. Ce n'était pas prévu, et j'avais besoin de temps pour réfléchir. Lors de ma première échographie, en voyant l'écran, tout a changé pour moi. La technicienne a montré un minuscule battement sur l'écran. À ce moment-là, j'ai décidé de garder le bébé, peu importe ce qui se passerait avec Greg. Quand je lui ai finalement annoncé ma grossesse, il s'est mis à faire les 100 pas dans le salon, passant sans cesse les mains dans ses cheveux. « C'est vraiment le pire moment », a-t-il dit, la voix montant à chaque mot. « On n'a pas les moyens pour un bébé en ce moment. Tu sais combien ça coûte, un enfant ? Nous avons besoin d'un logement plus grand, de services de garde d'enfants, de couches, de visites chez le médecin. » Je lui ai dit qu'il pouvait partir s'il le souhaitait. J'étais prête à élever cet enfant seul. Greg a immédiatement appelé sa mère, qui est arrivée en 30 minutes à peine, malgré le fait qu'elle habitait de l'autre côté de la ville. Tous les deux se sont mis à me faire la leçon sur mon irresponsabilité et ma décision égoïste. Sandra a suggéré que j'essayais de piéger Greg et de limiter ses opportunités. Il vient juste de démarrer sa carrière, insistait-elle, bien que Greg ait été en train de démarrer pendant les 2 ans qu'avait duré notre relation. Je me suis enfermée dans notre chambre et j'ai appelé mes parents. Malgré leurs réserves au sujet de Greg, ils étaient ravis d'apprendre qu'ils allaient devenir grands-parents. Ma sœur avait décidé de ne pas avoir d'enfant, ce qui signifiait que ce serait leur seul petit enfant. Mes parents sont venus dès le lendemain et m'ont proposé d'emménager chez eux pendant la grossesse. Mon père, habituellement un homme réservé, a dit clairement à Greg qu'il devait soit assumer ses responsabilités, soit s'écarter du chemin. Greg a changé de ton en réalisant que je pourrais partir. « C'est aussi mon bébé », a-t-il dit. « Je veux être là pour vous deux. » Il a promis de trouver un emploi stable et de devenir plus responsable. Il a même ressorti son appareil photo pour la première fois depuis des mois et a parlé de lancer une entreprise familiale de photographie. Contre mon meilleur jugement et malgré les conseils de mes parents, j'ai décidé de lui donner une autre chance. À sa décharge, Greg a trouvé un emploi dans un magasin de fournitures de bureau en 2 semaines. Il s'est plaint tous les jours de son superviseur et de ses collègues, décrivant des conflits mineurs comme s'il s'agissait de trahisons épiques. Il détestait l'uniforme, les horaires, les clients, et surtout, l'obligation d'arriver à l'heure. Malgré tout, au moins il contribuait enfin financièrement. Durant cette période, j'ai remarqué à quel point les membres de la famille de Greg lui demandaient souvent de l'argent. Sa mère avait besoin de nouveaux pneus. Son cousin ne pouvait pas payer son loyer. Son oncle avait besoin de soins dentaires. Les demandes arrivaient toujours accompagnées de longues histoires de difficultés et de promesses de remboursement qui ne se concrétisaient jamais. Greg ne refusait jamais, ce qui signifiait que je continuais à couvrir la plupart de nos dépenses ménagères. Il lui arrivait de donner l'intégralité de son salaire, nous laissant sans rien pour le loyer ou les factures.
Après qu'il ait prêté une somme particulièrement importante à son cousin, une somme que je savais perdue d'avance, j'ai refusé de payer la mensualité de la voiture de Greg. La société de financement a appelé notre appartement pendant 3 jours consécutifs avant d'envoyer un avis de saisie. La voiture a failli être reprise avant que Greg ne comprenne enfin qu'il ne pouvait pas continuer à distribuer de l'argent à tout va. Il a réduit ses dons, sauf pour sa mère. Sandra continuait de recevoir de l'argent chaque fois qu'elle le demandait, peu importe notre situation financière. Une fois que Greg a conservé son emploi pendant quelques mois, nous avons décidé de nous marier avant la naissance du bébé. Ma grossesse commençait à se voir, et Greg est soudain devenu soucieux de ce que les gens pourraient penser si nous n'étions pas mariés à l'arrivée du bébé. Nous avons eu une petite cérémonie dans l'église de mes parents, que mon père a financée. Ma meilleure amie a décoré la salle de réception avec des fleurs de son jardin pour économiser de l'argent. Tout au long du mariage, Sandra n'a cessé de se plaindre. La salle était trop petite, la nourriture médiocre, ma robe n'était pas assez traditionnelle. Elle a raconté à plusieurs invités que j'avais piégé son fils en tombant enceinte. Elle inspectait sans cesse la table des cadeaux, commentant à voix haute à quel point les présents étaient modestes. Quand mon oncle l'a entendu dire à une cousine que j'avais planifié toute cette grossesse dans son dos, une dispute a éclaté. Mon père a finalement demandé à Sandra de partir. Greg a essayé de défendre sa mère, mais mon père est resté ferme, c'était lui qui payait et c'était le jour de sa fille. Le lendemain, Sandra m'a envoyé un long message, m'accusant d'être manipulatrice et de vouloir éloigner Greg de sa famille. Elle a affirmé que je ne serais jamais assez bien pour son fils et qu'elle avait vu clair dans mon jeu depuis le début. Quand j'ai montré le message à Greg, il a haussé les épaules et m'a dit que j'aurais dû être plus conciliante avec sa mère pendant le mariage. Elle est sensible, a-t-il expliqué. Tu dois apprendre à mieux la comprendre. J'ai laissé tomber le sujet pour préserver la paix dans notre mariage tout récent. À l'approche de ma date d'accouchement, j'ai préparé seule la chambre du bébé. Greg prétendait être trop occupé pour m'aider à monter le berceau ou à organiser les vêtements de notre enfant. Son emploi du temps n'avait pourtant pas changé, mais il rentrait de plus en plus tard, donnant des explications vagues sur des réunions de travail ou des heures supplémentaires. L'appartement restait exactement dans l'état où je l'avais laissé chaque matin, ce qui me laissait penser qu'il ne rentrait que juste avant moi. Quand j'ai commencé le travail 3 semaines avant terme, Greg n'a pas répondu à son téléphone. J'ai appelé encore et encore, tout en chronométrant mes contractions, qui arrivaient toutes les 5 minutes. Après 1 heure à essayer de le joindre, j'ai appelé mes parents, qui se sont précipités pour m'emmener à l'hôpital. Ma mère est restée avec moi dans la salle d'accouchement pendant que mon père continuait d'essayer de joindre Greg. Il est finalement arrivé 4 heures après la naissance de notre fille, Lily. Il est arrivé sans fleurs ni même un mot d'excuse pour avoir manqué la naissance. Sa chemise était froissée et il sentait légèrement la bière. Il a affirmé qu'il était en réunion de travail et qu'il n'avait pas regardé son téléphone. Je lui ai rappelé que je lui avais parlé de mes contractions ce matin-là, mais il a balayé mes préoccupations en disant que j'avais toujours mes parents en secours. Ta mère était là, a-t-il ajouté. C'est plus important pour une femme, de toute façon. Je lui ai dit de quitter la chambre d'hôpital. Mon père l'a suivi dehors pour lui parler. Quand est venu le moment de quitter l'hôpital, mon père m'a proposé de rester chez eux quelque temps, et j'ai accepté. L'idée de m'occuper seule d'un nouveau-né tout en supportant l'indifférence de Greg me semblait insurmontable. Mon père est allé à notre appartement pour récupérer quelques-unes de mes affaires et a trouvé Greg en pyjama, jouant aux jeux vidéo à 2 heures de l'après-midi, en pleine semaine. L'appartement était en désordre, jonché de boîtes de fast-food et de vêtements sales. En le questionnant sur son absence au travail, Greg a avoué qu'il avait été licencié 3 mois plus tôt pour retard répété. Il avait fait semblant d'aller travailler tout ce temps, passant en réalité ses journées chez son cousin. Il a dit à mon père que nous avions assez d'économies pour tenir un moment, mais il s'agissait en réalité de l'argent que j'avais mis de côté pour le bébé. Quand mon père m'a raconté ce qu'il avait découvert, je n'en revenais pas que Greg ait menti si longtemps. Mes parents m'ont encouragé à demander le divorce, insistant sur le fait que Greg était irresponsable financièrement et qu'il était incapable de subvenir à mes besoins et à ceux de Lily. Ma mère m'a rappelé que Greg avait déjà vidé notre compte commun à 2 reprises, et mon père a souligné que Greg avait même falsifié ma signature sur une demande de carte de crédit l'année précédente. La semaine suivante, j'ai contacté un avocat spécialisé en divorce. Lors de la consultation, j'ai découvert l'ampleur de nos problèmes financiers. Greg avait atteint le plafond de plusieurs cartes de crédit à mon nom et vidé toutes nos économies. Heureusement, je ne possédais aucun bien majeur que Greg aurait pu revendiquer. Mon avocat m'a assuré que Greg serait toujours tenu de payer une pension alimentaire pour l'enfant,
quelles que soient mes préférences. Greg a été abasourdi en recevant les papiers du divorce. Il s'est présenté à l'improviste chez mes parents, frappant violemment à la porte jusqu'à ce que mon père menace d'appeler la police. Lorsqu'il a enfin été autorisé à entrer, Greg a alterné entre des supplications pour qu'on se redonne une chance et des accusations selon lesquelles je réagissais de manière excessive. Le mariage, c'est rester ensemble dans les moments difficiles, a-t-il dit, ignorant que c'était lui qui avait créé ces difficultés. Tu es en train de jeter tout ce qu'on a construit, a-t-il ajouté. Je lui ai dit de signer les papiers où j'engagerais également une demande de pension alimentaire et de soutien financier, qu'il savait ne pas pouvoir se permettre. Sandra m'a appelé à plusieurs reprises, me laissant des messages où elle m'accusait d'avoir utilisé son fils et de l'avoir abandonné quand il avait besoin de soutien. Elle affirmait que je l'avais attiré avec des promesses d'aider sa carrière en photographie, avant de tout lui retirer alors qu'il commençait à se trouver une voie. Dans son dernier message, elle déclarait que Greg trouverait quelqu'un de plus joli et de plus riche que moi, quelqu'un qui le mériterait vraiment. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Le divorce s'est déroulé sans encombre. J'ai obtenu la garde exclusive de Lily, avec des droits de visite supervisés accordés à Greg, qu'il exerçait rarement. Il avait été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle pour l'enfant, qu'il payait systématiquement en retard ou en partie seulement. Mon avocat m'a conseillé sur les options pour faire appliquer la décision du tribunal, mais les démarches demandaient plus d'énergie que je n'en avais en m'occupant d'un nouveau-né. La première année après le divorce a été difficile. Jongler entre les soins à Lily et la reconstruction de ma stabilité financière m'a épuisée. J'ai d'abord emménagé chez mes parents, puis j'ai trouvé un emploi dans un cabinet comptable plus grand, avec un meilleur salaire et des politiques favorables aux familles. Mes parents ont assuré la garde de Lily pendant que je travaillais, ce qui m'a permis de louer un petit appartement à proximité. Peu à peu, j'ai reconstruit mon crédit et constitué une modeste épargne, spécialement dédiée à l'avenir de Lily. 5 ans ont passé et Lily est devenue une petite fille vive et curieuse, qui adorait les dinosaures et savait déjà lire des livres simples. Greg se souvenait parfois d'envoyer une carte d'anniversaire et demandait occasionnellement des photos. Ses paiements de pension alimentaire devenaient de plus en plus irréguliers, avec des excuses allant de panne de voiture à des problèmes de santé. Malgré notre passé, j'ai maintenu une communication cordiale pour le bien de Lily, en lui donnant des nouvelles sur sa scolarité et ses activités, même lorsqu'il ne le demandait pas. J'ai rencontré Michael lors d'un atelier de jardinage communautaire 3 ans après mon divorce. Nous avons été assignés comme partenaires pour construire un bac à légumes surélevé, et sa façon méthodique de mesurer et de monter la structure m'a impressionné. Il partageait mon intérêt pour la vie durable. Nous avons échangé nos numéros pour organiser l'entretien du jardin et avons fini par nous retrouver pour prendre un café en dehors des heures de bénévolat. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant d'évoquer notre avenir. Contrairement à Greg, Michael était fiable, attentionné et financièrement stable. Il payait ses factures à temps, gérait son budget de manière raisonnable et avait mis de l'argent de côté pour sa retraite. Il comprenait mes réticences à lui présenter Lily et à respecter mes limites. Quand ils se sont enfin rencontrés lors d'un dîner décontracté à mon appartement, Michael a apporté une petite figurine de dinosaure pour Lily. Il s'était renseigné pour s'assurer de son exactitude scientifique. Il a écouté attentivement lorsque Lily lui a expliqué la différence entre les herbivores et les carnivores, comme si c'était la première fois qu'il entendait ces termes. L'été dernier, j'ai appris par des connaissances communes que Greg s'était fiancé. D'après un ami qu'il avait croisé dans une épicerie, sa fiancée était nettement plus riche que lui et possédait plusieurs propriétés. 1 mois plus tard, une invitation au mariage est arrivée par la poste, imprimée en lettres dorées sur un carton épais. Greg m'a envoyé un message disant qu'il espérait que Lily, mes parents et moi pourrions venir. Il a mentionné que sa fiancée, Rachel, était impatiente de nous rencontrer. J'étais curieuse de découvrir cette femme qui avait si vite conquis le cœur de Greg. Après en avoir discuté avec mes parents, nous avons décidé d'y aller, pensant que ce serait peut-être une bonne occasion pour Lily de voir son père dans un cadre positif. L'invitation précisait une tenue formelle, alors j'ai acheté une nouvelle tenue pour Lily et emprunté une robe à ma sœur. Le mariage a eu lieu dans un lieu chic que je savais que Greg ne pouvait pas se permettre. L'apéritif proposait un bar ouvert avec des spiritueux haut de gamme et des serveurs circulant avec des amuse-bouches gastronomiques. Rachel était resplendissante dans une robe de créateur coûteuse, sa bague de fiançailles en diamant scintillant sous les lumières alors qu'elle gesticulait en discutant. Au fil de la soirée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, il n'y avait aucun invité du côté de Rachel. Pas de parents, ni de frères et sœurs, ni même d'amis. Qu'elle espérait pouvoir passer plus de temps avec Lily et qu'elle aimerait organiser une sortie spéciale pour elles deux.
Elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu des enfants mais que les choses ne s'étaient jamais arrangées pour elle. Greg parle beaucoup de Lily, ajouta-t-elle avec un sourire sincère. J'espère vraiment pouvoir être là pour elle. Je l'ai remerciée poliment, mais intérieurement, je ressentais un mélange de malaise et de pitié. Rachel semblait sincèrement gentille, mais je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce que j'avais entendu Greg et Sandra dire au mariage. Au moment de couper le gâteau, Greg s'est placé juste à côté de Lily, posant sa main sur son épaule comme s'il voulait se faire remarquer. Il riait fort et plaisantait avec les invités, essayant de donner l'impression d'être un père très impliqué. En fin de journée, alors que les invités commençaient à partir, Rachel s'est approchée de moi et m'a remercié de l'avoir laissé venir. Elle m'a tendu un petit sac en papier contenant une carte cadeau et une jolie carte écrite à la main, souhaitant à Lily un merveilleux anniversaire. Je sais que c'est un peu excessif, dit-elle en montrant le grand cadeau que Greg avait apporté. Greg voulait vraiment faire plaisir à Lily. Je l'ai remercié à nouveau, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ces mots. Quelques jours plus tard, Rachel m'a appelé pour demander si elle pouvait emmener Lily passer un après-midi au zoo. J'étais partagée, mais j'ai accepté, pensant que cela pourrait être une bonne expérience pour Lily. Lorsqu'elles sont revenues, Lily était rayonnante, racontant avec enthousiasme comment Rachel lui avait acheté un livre sur les dinosaures et lui avait appris à reconnaître plusieurs espèces. Mais ce qui m'a inquiétée, c'est ce que Lily a ajouté en dernier. Papa n'était pas là. Il a dit qu'il devait faire des trucs importants, alors Rachel a dit que ce serait juste nous deux aujourd'hui. Cela ne m'a pas surpris. Je savais que Greg voyait Rachel comme une opportunité plus qu'autre chose. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Rachel. Sa voix était tremblante et inquiète. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose d'important et m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer en personne. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son travail. Rachel avait l'air fatiguée et préoccupée. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, commença-t-elle, mais... Greg a pris de l'argent sur l'un de mes comptes bancaires sans me le dire. Il prétendait que c'était pour une dépense familiale urgente, mais quand j'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'il avait retiré bien plus que ce qu'il avait dit. Je n'ai pas été surprise, mais j'ai ressenti de la tristesse pour Rachel. Je suis désolée, ai-je dit sincèrement. Rachel a hoché la tête, les yeux brillants. Je devais juste te prévenir. Je pense qu'il pourrait essayer de te manipuler aussi. Nous sommes restés en contact après cette conversation, et quelques semaines plus tard, j'ai appris que Rachel avait demandé le divorce. Greg était resté fidèle à lui-même, cherchant des raccourcis et profitant des autres. Mais cette fois, il avait sous-estimé la force et l'intelligence de la personne qu'il tentait d'exploiter. Quant à Lily, elle n'a jamais vraiment ressenti l'absence de Greg. Elle avait sa mère, ses grands-parents et maintenant Michael, qui était devenu une figure paternelle fiable et aimante dans sa vie. Finalement, ce qui importait le plus, c'était que Lily grandisse entourée d'amour et de stabilité, des choses que Greg n'avait jamais su offrir. Je l'ai invitée à entrer et je lui ai offert un verre d'eau. Tu avais raison, dit-elle enfin après s'être ressaisie. Greg a vidé notre compte commun hier, plus de 50 000 $ disparus. Rachel m'a expliqué qu'après mon avertissement, elle avait commencé à prêter plus d'attention à leurs finances. Elle avait découvert que Greg transférait systématiquement de l'argent vers des comptes séparés. Pire encore, il avait effectivement été ajouté au titre de propriété de sa résidence principale et de 2 propriétés locatives. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas nié, dit-elle avec amertume. Il m'a dit qu'il n'y avait rien que je puisse faire, parce que j'avais signé les papiers de mon plein gré. Rachel voulait intenter une action en justice pour récupérer son argent et, si possible, faire modifier les actes de propriété. Elle m'a demandé si j'accepterais de témoigner au tribunal à propos de ce que j'avais entendu lors du mariage et de partager mes expériences vécues avec Greg pendant notre mariage. J'ai hésité. L'idée de revoir Greg au tribunal, de raviver les souvenirs douloureux de notre relation et de risquer de créer plus de tension autour de Lily me perturbait. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à sa demande. Ce soir-là, j'ai discuté de la situation avec Michael. Tu ne dois rien à Rachel, m'a-t-il dit. Mais réfléchis à ce que cela signifie pour Lily si tu ne fais rien pour arrêter quelqu'un qui fait du mal aux autres. Je n'ai cessé d'y penser depuis. Alors dites-moi, Reddit. Si je refuse d'aider Rachel à poursuivre mon ex-mari en justice, est-ce que cela ferait de moi une mauvaise personne? Mise à jour 1. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'aider Rachel dans son action en justice contre Greg.
De nombreux commentaires m'ont fait réaliser que mon hésitation n'aidait personne, ni Rachel, ni les éventuelles futures victimes des manigances de Greg, et encore moins Lily, qui mérite de connaître la vérité sur son père. Finalement, plusieurs personnes ont souligné que mon désir de préserver la relation de Lily avec Greg était compréhensible mais mal avisé, compte tenu de ce que je savais de son caractère. J'ai compris que protéger Lily signifie parfois prendre des décisions difficiles qui peuvent provoquer un inconfort temporaire, mais qui évitent des préjudices bien plus graves à l'avenir. Mise à jour 2. Cela fait 8 mois que j'ai publié mon dernier message. La procédure judiciaire engagée par Rachel contre Greg a avancé rapidement une fois que ses avocats ont rassemblé les preuves de ses manipulations financières. J'ai témoigné au sujet de ce que j'avais entendu lors du mariage et j'ai fourni des documents prouvant des comportements similaires pendant notre mariage. Le juge a statué en faveur de Rachel, ordonnant à Greg de restituer les fonds qu'il avait détournés et de retirer son nom des titres de propriété. Rachel a réussi à éviter de lui verser une quelconque indemnité en prouvant son intention frauduleuse. Au cours de ce processus, Rachel et moi avons noué une amitié inattendue. Elle s'est excusée à plusieurs reprises pour sa réaction lors de l'anniversaire de Lily, et je lui ai assuré que n'importe qui aurait pu réagir ainsi en étant confronté à de telles accusations concernant son nouveau conjoint. Sur le plan personnel, Michael m'a demandé d'emménager avec lui le mois dernier. Nous avançons prudemment, en tenant compte avant tout de l'adaptation de Lily. Jusqu'à présent, elle semble enthousiaste à l'idée de ce changement et c'est bien lié avec Michael, qui s'intéresse sincèrement à ses projets scolaires et à ses loisirs. Mes parents, qui étaient naturellement méfiants envers toute nouvelle relation après ce qui s'était passé avec Greg, ont accueilli Michael à bras ouverts en voyant combien il était fiable et présent pour Lily et moi. Greg et Sandra ont été étonnamment absents depuis le procès. Apparemment, les actes de Greg se sont répandus dans notre cercle social et de nombreux anciens amis se sont éloignés de lui. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans un autre état, probablement pour échapper à sa réputation. Mise à jour 3. Cela fait presque un an que toute cette histoire avec le procès de Rachel s'est terminée, et la vie a retrouvé un rythme plus stable et serein. Michael et moi vivons ensemble depuis 8 mois maintenant, et le voir avec Lily continue de me convaincre que j'ai pris la bonne décision. Contrairement à Greg, Michael participe naturellement aux responsabilités ménagères sans qu'on ait besoin de lui demander. Il aide Lily avec ses devoirs, prépare le dîner plusieurs soirs par semaine et se souvient des détails importants concernant les événements scolaires et les rendez-vous médicaux. Lily s'épanouit en classe de CP. Son enseignante m'a rapporté qu'elle lisait au-dessus du niveau attendu et montrait un talent particulier pour les sciences. Elle se fait des amis facilement et développe une belle confiance en elle. Récemment, elle m'a demandé pourquoi elle ne voyait plus son père. Je lui ai expliqué, avec des mots adaptés à son âge, que parfois les adultes prennent des décisions qui ne sont ni sûres ni bienveillantes, et que mon rôle en tant que maman est de la protéger de ceux qui pourraient ne pas bien la traiter même si ces personnes font partie de la famille. Je l'ai rassurée en lui rappelant qu'elle avait de nombreuses personnes qui l'aimaient de façon fiable, moi, ses grands-parents, Michael et d'autres encore. J'ai maintenu mon amitié avec Rachel, qui a remarquablement reconstruit sa vie. Elle est devenue plus prudente dans ses relations, mais elle n'a pas perdu sa chaleur et son optimisme naturel. Quant à Greg, j'ai appris par des connaissances qu'il travaille dans une concession automobile dans un état voisin et vit chez sa mère. Il envoie parfois des messages pour demander des nouvelles de Lily, mais il n'a jamais vraiment cherché à s'impliquer dans sa vie. Je ne ressens plus de colère active envers Greg. Cette expérience m'a appris des leçons précieuses sur l'importance de repérer les signaux d'alerte tôt et de faire confiance à mon instinct. Mais surtout, elle m'a mené là où je suis aujourd'hui, dans une relation saine, élevant une fille merveilleuse, et enfin avec le sentiment que ma vie avance sur des bases solides.